Livre qui parle vous propose d'écouter Les Pardaillants de Michel Zévaco, interprété par Yvan Verschuren. Livre 6. Les amours du Chico. Chapitre 1er. Les idées de Juana. Nous avons dit que Pardaillan, mettant à profit le temps assez long pendant lequel les conjurés se retiraient un à un, avait eu un entretien assez animé avec le Chico. Pardaillan avait demandé au petit homme s'il n'existait pas quelque entrée secrète, inconnue des gens qui se trouvaient en ce moment dans la grotte, par où lui, Pardaillan, pourrait entrer et sortir à son gré. Le nain s'était d'abord fait tirer l'oreille. Pour lui, pénétrer seul et sans autre arme qu'une dague dans cet antre, c'était une manière de suicide. Il ne pouvait pas comprendre que le seigneur français, qui venait d'échapper par miracle à une mort affreuse, s'exposât ainsi, comme à plaisir. Son affection grandissante lui faisait un devoir de ne pas se prêter à un jeu qui pouvait être fatal à celui qui l'entreprenait. Mais Pardaillan avait insisté, et comme il avait une manière à lui tout à fait irrésistible de demander certaines choses, le nain avait fini par céder et l'avait conduit dans un couloir où se trouvait, affirmait-il, une entrée que nul autre que lui ne connaissait. On a vu qu'il ne se trompait pas et qu'en effet, ni Faustas, ni les conjurés ne connaissaient cette entrée. Pendant que Pardaillan était dans la salle, le nain, horriblement inquiet, se morfondait dans le couloir, la main posée sur le ressort qui actionnait la porte invisible, ne voyant et n'entendant rien de ce qui se passait de l'autre côté de ce mur contre lequel il s'appuyait, se doutant cependant qu'il y aurait bataille, et attendant, angoissé, le signal convenu pour ouvrir la porte et assurer la retraite de celui qu'il considérait maintenant comme un grand ami. Car Pardaillan, avec son naturel simple et bon enfant, profondément touché d'ailleurs par le sacrifice quasi héroïque du Chico, lui parlait avec une grande douceur qui était allée droit au cœur du petit paria sevré de toute affection, en dehors de son adoration pour Juana. Lorsque Pardaillan frappa contre le mur les 3 coups convenus, le nain s'empressa d'ouvrir et accueillit le chevalier triomphant avec des manifestations d'une joie aussi bruyante que sincère qu'il émurent doucement. « J'ai bien cru que vous ne sortiriez pas vivant de là-dedans, dit-il, quand il se fut un peu calmé. « Bon, répondit Pardaillan en souriant, j'ai la peau trop dure, on ne m'atteint pas aisément. J'espère que nous allons nous en aller maintenant, fit le Chico qui tremblait à la pensée que, pris dans quelque nouvelle lubie, le Français ne s'avisa de s'exposer encore, bien inutilement à son sens. À sa grande satisfaction, Pardaillan dit « Ma foi, oui, ce séjour est peut-être agréable pour des bêtes de nuit, mais il n'a rien d'attrayant, et il est trop peu hospitalier pour d'honnêtes gens comme Chico. Allons-nous-en donc. » Le soleil se levait radieux lorsque Pardaillan, accompagné de son petit ami le nain Chico, fit son entrée dans l'auberge de la Tour. Tout le personnel s'activait, frottant, lavant, balayant, nettoyant, mettant tout en ordre, car ce jour était un dimanche et la clientèle serait nombreuse. Dans la vaste cheminée de la cuisine, un feu clair pétillait, et la gouvernante Barbara, pour ne pas en perdre l'habitude, maugréait et bougonnait contre les jeunes maîtresses qui ne veulent en faire qu'à leur tête, et qui, après avoir passé la plus grande partie de la nuit debout, sont levées les premières, et, parées de leurs plus beaux atours, gênent les serviteurs honnêtes et consciencieux, acharnés à leur besogne. C'est qu'en effet la petite Juana était descendue la première, n'ayant pu trouver le repos espéré. Elle était bien pâle, la petite Juana, et ses yeux cernés, brillants de fièvre, trahissaient une grande fatigue, ou peut-être des larmes versées abondamment. Mais si inquiète, si fatiguée et si désorientée qu'elle fût, la coquetterie n'avait pas cédé le pas chez elle. Et séparée de ses plus beaux, de ses plus riches vêtements, soigneusement coiffés, finement chaussés, coiffure et chaussures, ces 2 plus grandes coquetteries en vraie Andalouse qu'elle allait et venait par habitude, mais l'esprit absent, ne surveillant nullement les serviteurs, ayant toujours l'œil et l'oreille tendus vers la porte d'entrée, comme si elle eût attendu quelqu'un. C'est ainsi qu'elle vit parfaitement, et du premier coup d'œil, entrer Pardaillan flanqué de Chico, l'air triomphant. Et du même coup, le sourire s'épanouit sur la pourpre fleur de grenadier qu'étaient ses lèvres, ses joues pâles rosirent, ses yeux inquiets comme embués de larmes retrouvèrent tout leur éclat, comme par enchantement. Elle les vit parfaitement, mais il se trouva, comme par hasard, que juste à ce moment,
elle remarqua une négligence d'une servante à qui elle se mit à faire des reproches très vifs, des reproches exagérés par rapport à la faute commise, ce qui parut surprendre et chagriner la servante, peu habituée sans doute à une telle sévérité. Quand elle jugea que le seigneur français avait suffisamment attendu, Joanna daigna remarquer sa présence et, avec un joli petit cri de surprise admirablement joué, et avec un air d'indifférence hypocrite, elle s'écria « Ah, monsieur le chevalier, vous voici de retour. Savez-vous que vos amis, don Cervantes et don César, sont très inquiets à votre sujet ?» Bon, fit Pardaillan en souriant, je vais les rassurer dans un instant. Mais, chose bizarre, Juana, qui avait, quelques heures plus tôt, si vivement pressé le Chicot de sauver le chevalier s'il était possible, Juana qui avait prodigué des promesses sincères de reconnaissance et d'attachement, Juana ne dit pas un mot au nain, dont l'air triomphant se changea en consternation. Elle ne parut même pas le voir, ou plutôt si, elle lui jeta un coup d'œil, mais un coup d'œil foudroyant, comme si elle eût à lui reprocher quelque trahison indigne. Le pauvre Chicot, qui s'attendait à des remerciements bien mérités, somme toute, demeura pétrifié, et son petit visage se crispa douloureusement. Qu'a-t-elle donc? Que lui ai-je fait? Juana, sans plus s'occuper du nain, demandait « Seigneur, désirez-vous monter vous reposer de suite? Désirez-vous prendre quelque chose avant? » « Ah, Juana, ma jolie, je désire me restaurer d'abord. Faites-moi donc servir la moindre des choses, quelques tranches de pâté, par exemple, avec 2 bouteilles de vin de France. »« Je vais vous servir moi-même, Seigneur, dit Juana, honneur auquel je suis très sensible, ma belle enfant. Pendant que vous y êtes, voyez donc s'ils ne dorment pas. À rassurer sur mon compte messieurs Cervantes et El Torero. Tout de suite, Seigneur. » Vive et légère et heureuse, Juana s'élança dans l'escalier pour informer les amis du seigneur français de son retour inespéré, après avoir fait signe à une servante de dresser le couvert. Lorsque Juana eut disparu, Pardaillan se tourna vers le Chicot, et voyant dans ses yeux toujours la même interrogation, il se mit à rire franchement, de son bon rire clair et sonore. Et comme le nain le regardait d'un air de douloureux reproche, il lui dit « Tu ne comprends pas, hein? C'est que tu ne connais pas les femmes. »« Mais que lui ai-je fait ?» murmura le nain de plus en plus interloqué. Pardaillan haussa les épaules et lui dit « Tu lui as fait que tu m'as sauvé. »« Mais c'est elle qui m'en a prié. » »« Précisément. » Et comme le nain ouvrait les yeux énormes, il se mit à rire de tout son cœur. « Ne cherche pas à comprendre, dit-il. Sache seulement qu'elle t'aime. »« Oh, fit le Chicot incrédule, elle ne m'a pas dit un mot. Elle m'a foudroyé du regard. C'est précisément à cause de cela que je te dis qu'elle t'aime. » Le nain secoua douloureusement la tête. Pardaillan en eut pitié. « Écoute, dit-il, et comprends si tu peux. Juana est contente de me voir vivant. Vous voyez bien. Oui, mais elle est furieuse après toi. Mais pourquoi je n'ai fait que lui obéir? Justement, Juana aurait bien voulu que je ne fusse pas tué. Elle n'aurait pas voulu que ce fût toi qui précisément me sauvât. Parce que je suis ton rival. La femme qui aime n'admet pas qu'on ne soit pas jaloux d'elle. Si tu avais bien aimé Juana, tu eussent été jaloux d'elle. Jaloux, tu ne m'eusses pas sauvé. Voilà ce qu'elle se dit, comprends-tu? Mais si je ne vous avais pas sauvé, elle m'eût tourné le dos, elle m'eût traité d'assassin. Ah, parfaitement. Et alors? Alors il vaut mieux que les choses soient comme elles sont. Ne t'inquiète pas. Juana t'aime ou t'aimera. Morbleu. As-tu confiance en moi, oui ou non? Oui, tiens. Alors laisse-moi faire et ne prends pas des airs d'amoureux transi. Tes affaires vont bien, je t'en réponds. Ces paroles ne rassurèrent qu'à demi El Chicot. Il avait confiance, certes, et puisque le seigneur Pardaillan disait que ses affaires allaient bien, c'est que cela devait être. Mais un seul petit sourire de Juana lui rassurait plus que toutes les paroles de l'ami. Néanmoins, pour ne pas désobliger Pardaillan, il s'efforça de refouler son chagrin et de montrer un visage sinon souriant, du moins un peu moins morose. À ce moment, Juana redescendait et annonçait « Ces seigneurs s'habillent. Dans un instant, ils rejoindront votre seigneurie. En attendant, votre couvert est mis, et si vous voulez prendre place, goûtez cet excellent pâté, en attendant l'omelette qui saute. » Pardaillan s'approcha de la table et feignit un grand courroux. « Comment? Un couvert seulement? » fit-il. « Mais malheureuse, ne savez-vous pas que je traite un brave? Je dis bien un brave. Je pense m'y connaître. »
et comme Joanna cherchait machinalement quel pouvait être celui qui avait l'honneur d'être qualifié de brave par le seigneur français, le brave des braves. Vite, ajouta Pardaillan, un second couvert pour ce brave qui est aussi un ami que j'aime. À vrai dire, si Joanna était surprise et intriguée, le Chicot ne l'était pas moins. Comme elle, il se demandait qui pouvait être cet ami dont parlait Pardaillan. Quoi qu'il en soit, Joanna se hâta de réparer le mal, et, curieuse comme toute fille d'Ève, elle attendit. Elle n'attendit pas longtemps du reste. Pardaillan, une lueur de malice dans l'œil, s'approcha de la table et, désignant l'escabeau au nain confus de cet honneur, au grand ébahissement de Joanna, qui n'en pouvait croire ses yeux ni ses oreilles, il lança gaiement. Ça, mon ami Chicot, assieds-toi là, en face de moi, et soupons, morbleu, nous ne l'avons pas volé. Que t'en semble? Chicot commençait à considérer Pardaillan comme un être exceptionnel, plus grand, plus noble, meilleur en tout cas que tous ceux qu'il avait appris à respecter. Ah non qu'on se fût donné la peine de lui apprendre quelque chose, mais de voir et d'entendre autour de soi, on se forme sans s'en apercevoir. Pour lui, un désir de Pardaillan devenait un ordre à exécuter sans discuter, et séance tenante. En outre, il ne manquait ni de fierté ni de dignité, bien qu'on l'eût fort étonné, sans doute, en lui disant qu'il possédait ses qualités. Pardaillan ayant dit « Assieds-toi là », le nain s'assit et, avec une parfaite aisance, se mit à faire honneur à ce festin improvisé. Pardaillan d'ailleurs paraissait se faire un plaisir de le traiter comme on traite un hôte de marque. Sur ces entrefaites, Cervantes et le torero étaient descendus et, assis à la même table, choquaient leurs verres contre les verres de Pardaillan et de Chicot. Naturellement, Cervantes et le torero, s'ils furent surpris de voir le chevalier attablé avec le petit vagabond, se gardèrent bien d'en laisser rien paraître. Et puisque Pardaillan traitait le Chicot sur un pied d'égalité, c'est qu'il avait sans doute de bonnes raisons pour cela, et ils s'empressèrent de l'imiter. En sorte que Joanna vit avec une stupeur qui allait grandissant ces personnages, qu'elle vénérait au-dessus de tout, témoigner une grande considération à son éternelle poupée, cette poupée à qui elle croyait faire un très grand honneur en lui permettant de baiser le bout de son soulier. Elle ne disait rien, la petite Joanna, mais Pardaillan, amusé, lisait sur sa physionomie mobile et loyale toutes les questions qu'elle se posait sans oser les formuler tout haut. Et pour la renseigner indirectement, il feignit de s'en prendre à Cervantes et à don César, à qui il se mit à faire, en l'arrangeant à sa manière, le récit de sa délivrance par le Chicot. « Croiriez-vous, dit-il à un certain moment, que ce petit diable a osé lever la dague sur moi, à telle enseigne que je me demande comment je suis encore vivant. »« Ah bon ?» fit Cervantes sans railler. « Le petit est brave ?»« Ah, plus que vous ne croyez, » dit gravement Pardaillan. « Dans la petite poitrine de cette réduction d'hommes bat un cœur ferme et généreux. Et je sais bien des hommes forts, réputés braves et généreux, qui n'auraient jamais été capables de montrer la moitié de la grandeur d'âme et de courage de ce petit héros. Il n'est pas de bravoure comparable à celle qui s'ignore. Je vous expliquerai un jour, peut-être, ce qu'a fait cet enfant. Pour le moment, sachez que je l'aime et l'estime, et je vous prie de le traiter en ami, non pour l'amour de moi, mais pour lui-même. »« Chevalier, dit gravement Cervantes, du moment que vous le jugez digne de votre amitié, nous nous honorons de faire comme vous. » Le Chicot ne savait quelle contenance garder. Il était heureux, certes, mais ces compliments de la part d'hommes qu'il regardait comme des héros le plongeaient dans une gêne qu'il ne parvenait pas à surmonter. Cependant, nous devons dire qu'il louchait constamment du côté de Joanna pour juger de l'effet produit sur elle par ces louanges qu'on faisait de sa petite personne. Et il avait lieu d'être satisfait, car Joanna maintenant le regardait d'un tout autre œil et lui faisait son plus gracieux sourire. Aussi, le cœur du nain s'épanouissait d'aise, et s'il avait osé, il aurait baisé la main de Pardaillan en signe de soumission et de gratitude, car il était trop fin pour n'avoir pas deviné que toute la scène avait été imaginée par le chevalier, à seule fin d'impressionner Joanna et de la faire revenir de sa bouderie, irréelle ou affectée. Et les résultats de cette comédie étaient très visibles pour lui, si modeste et si aveuglé par la passion qu'il fut. Après avoir ainsi frappé indirectement l'esprit de la fillette, Pardaillan la prit à partie directement, et, moitié plaisantant, moitié sérieux, il dit « C'est vous, ma gracieuse Joanna, qui avez pris soin de cet abandonné, votre compagnon d'enfance? Par lui qui m'a sauvé,
je vous suis redevable. Je n'oublierai pas, croyez-le. Mais il faut que vous sachiez une chose, c'est que la femme qui aura le bonheur d'être aimée de Chico pourra compter sur cet amour jusqu'à la mort. Jamais cœur plus vaillant et plus fidèle n'a battu dans une poitrine d'homme. Juana ne dit rien, mais elle fit une jolie moue qui signifiait « Vous ne m'apprenez rien de nouveau ». Pardaillan se montra très sobre d'explication. C'était du reste assez son habitude. Il se garda de souffler mot de ce qu'il avait surpris concernant le torero et ne dit que juste ce qu'il fallait pour faire ressortir le rôle de Chico, qu'il prit plaisir à exagérer, sincèrement d'ailleurs, car il était de ces natures d'élite qui s'exagèrent à elles-mêmes le peu de bien qu'on leur fait. Ces explications données, il prétexta une grande fatigue, et sur ce point il n'exagérait pas, car tout autre que lui se fût écroulé depuis longtemps, et il monta s'étendre dans les draps blancs qui l'attendaient. Pardaillan parti, Cervantes se retira. Le torero remonta au premier, saluer la Giralda, et le Chico resta seul. Juana, fine mouche, ne daigna pas lui adresser la parole. Seulement, après avoir tourné et viré dans le patio, sûre qu'il ne la quittait pas des yeux, elle se dirigea d'un air détaché vers un petit réduit qu'elle avait arrangé à sa guise et qui était comme son boudoir à elle, boudoir bien modeste. En se retirant, la petite madrée regardait par-dessus son épaule pour voir s'il la suivait. Et comme il ne bougeait pas de sa place, elle eut une moue comme pour dire « Il ne viendra pas, le nigaud ?» Et comme elle voulait qu'il vînt, elle tourna à demi la tête et l'ensorcela d'un sourire. Alors le Chico osa se lever, et sans avoir l'air de rien, il la rejoignit dans le petit réduit, le cœur battant à se briser dans sa poitrine, car il se demandait avec angoisse quel accueil elle allait lui faire. Juana s'était assise dans l'unique siège qui meublait la pièce très petite. C'était un vaste fauteuil en bois sculpté, comme on en faisait à cette époque où l'on se fût montré fort embarrassé de nos meubles étriqués d'aujourd'hui. Comme elle était petite, ses pieds reposaient sur un large et haut tabouret en chêne, frotté à se mirer dedans comme le fauteuil, comme tous les meubles, car elle était, nous l'avons dit, d'une propreté méticuleuse, et elle veillait elle-même à ce que tout fût bien entretenu dans la maison. Le Chico se faufila dans la pièce et resta devant elle, muet, et l'air fort penaud. À le voir, on lui prit pour un enfant qui a commis quelque grave délit et attend la correction. Voyant qu'il ne se décidait pas à parler, elle entama la conversation, et avec un visage sérieux, sans qu'il lui fût possible de discerner si elle était contente ou fâchée, elle dit « Alors, il paraît que tu es brave, Chico ?» Ingénument, il répondit « Je ne sais pas. » Agacée, elle reprit avec un commencement de nervosité. « Le sire de Pardaillan l'a dit bien haut. Il doit s'y connaître, lui, qui est la bravoure même. » Il baissa la tête, et comme on avouerait une faute, il murmura « S'il le dit, cela doit être, mais moi je n'en sais rien. » Les petits talons de Juana commencèrent de frapper sur le bois du tabouret, un rappel inquiétant pour Chico, qui connaissait ces signes révélateurs de la colère naissante de sa petite maîtresse. Naturellement, cela ne fit qu'accroître son trouble. « Est-ce vrai, ce qu'a dit M. de Pardaillan, que celle que tu aimeras, tu l'aimeras jusqu'à la mort ?» fit-elle brusquement. On se tromperait étrangement si on concluait de cette question que Juana était une effrontée, ou une rouée sans pudeur ni retenue. Juana était parfaitement ignorante, et cette ignorance suffirait à elle seule à justifier ce qu'il y avait de risqué dans sa question. Rouée, elle se fût bien gardée de la formuler. En outre, il faut dire que les mœurs de l'époque étaient autrement libres que celles de nos jours, où tout se farde et se cache sous le masque de l'hypocrisie. Ce qui paraissait très naturel à cette époque ferait rougir d'indignation feinte tous les pères de la morale de nos jours. Enfin, il ne faut pas oublier que Juana, se considérant un peu comme la petite Madone du Chico, habituée à son adoration muette, le considérant comme sa chose à elle, accomplissait très naturellement certains gestes, prononçait certaines paroles qu'elle n'eût jamais eu l'idée d'accomplir ou de prononcer avec une autre personne. Le Chico rougit et balbutia « Mais je ne sais pas !» Elle frappa du pied avec colère et dit en le contrefaisant « Je ne sais pas. Tu ne vois donc rien. C'est agaçant. Pour qu'il ait dit cela, il a bien fallu pourtant que tu lui en parles. »« Je ne lui ai pas parlé de cela, je le jure, » dit vivement le Chico. « Alors comment sait-il que tu aimes quelqu'un et que tu l'aimeras jusqu'à la mort ?» Et très câline, elle poursuivit. « Et c'est vrai que tu aimes quelqu'un, dit Chico. Qui est-ce ?
Je la connais. Allez, parle donc. Tu restes la bouche bée, tu m'agaces. Les yeux du Chico lui criaient « C'est toi que j'aime !» Elle le voyait très bien, mais elle voulait qu'il le dît. Elle voulait l'entendre. Mais le Chico n'avait pas ce courage. Il se contenta de balbutier « Je n'aime personne que toi. Tu le sais bien. » Vierge sainte, si elle savait. Mais ce n'était pas là l'aveu qu'elle voulait lui arracher, et elle eut une moue dépitée. Sotte qu'elle était d'avoir cru un instant à la bravoure de Chico. Cette bravoure n'allait même pas jusqu'à lui dire 2 mots. « Je t'aime ». Elle ne savait pas, la petite Juana, que ces 2 mots font trembler et reculer les plus braves. Elle était ignorante, la petite Juana, et habituée à dominer ce petit homme, elle eût voulu être dominée à son tour par lui, ne fût-ce qu'une seconde. Ce n'était pas facile à obtenir. Peu patiente comme elle était, son siège fut fait. Pour elle, le Chico serait toujours le bon chien fidèle, trop heureux de lécher le pied qui venait de le repousser. Et dans son dépit, cette pensée lui vint, puisqu'il n'était bon qu'à cela, de l'humilier, de l'amener à se prosterner devant elle, de lui faire humblement lécher ses semelles de ses petits souliers, puisque ce brave n'osait aller plus loin. Et, agressive, l'œil mauvais, la voix blanche, dédaigneuse, elle lança « Si tu ne sais rien, si tu n'as rien dit, rien fait, qu'es-tu venu faire ici? Que veux-tu » Très pâle, mais plus résolument qu'il ne l'eût cru lui-même, il dit « Je voulais te demander si tu étais contente. » Elle prit son air de petite reine pour demander « Et de quoi veux-tu que je sois contente? Mais d'avoir retrouvé le français, de l'avoir ramené ?» Avec cette impudence particulière à la femme, elle s'écria d'un air étonné et scandalisé. « Et que m'importe le français, ça, mais tu perds la tête !» Effaré, ne sachant plus à quel sens se vouer, il balbutia. « Mais tu m'avais dit !»« Quoi? Parle !»« De le sauver, de le ramener. »« Moi? Sornette, tu as rêvé !» Du coup, le Chico fut assommé. Et quoi? Avait-il rêvé réellement, comme elle le disait, avec un aplomb déconcertant? Il savait bien que non, tiens. S'était-elle jouée de lui? Avait-elle voulu le mettre à l'épreuve, voir s'il serait jaloux, s'il se révolterait? Le seigneur de Pardaillan, qui savait tant de choses, venait de le lui dire. La femme qui aime ne déteste pas, au contraire, qu'on se montre jaloux d'elle. Ah oui, ce devait être cela. Mais alors, Juana l'aimerait donc aussi. Un tel bonheur était-il possible? Eh non, il n'avait pas rêvé. Elle avait pleuré cette nuit devant lui, et ses larmes coulaient pour le français. Il la voyait, il l'entendait encore. Alors il ne savait plus. Il était profondément peiné et humilié. Pourtant l'idée d'une révolte ne lui venait pas. Il était à elle, et elle avait le droit de le faire souffrir, de le bafouer, de le battre si sa fantaisie lui en prenait. Son rôle à lui était de courber l'échine, de subir ses humeurs et ses caprices. Trop heureux encore qu'elle daignât s'occuper de lui, fût-ce pour le martyriser. Un sourire d'elle, et tout serait oublié. Elle le guignait du coin de l'œil et jouissait délicieusement de son trouble, de son effarement, de son humiliation. Elle eût voulu le piétiner, le faire souffrir, le meurtrir, l'humilier, ah, surtout l'humilier, lui qu'elle savait si fier, l'humilier au possible, au-delà de tout. Peut-être alors se révolterait-il enfin, peut-être oserait-il redresser la tête et parler en maître. Est-ce à dire qu'elle était mauvaise et méchante? Oh, nullement. Elle s'ignorait, voilà tout. On ne passe pas impunément de longues années d'enfance, celles où les impressions se gravent le plus profondément dans l'intimité complète d'un garçon. Ce garçon fut-il un nain comme le Chico? Et il ne faut pas oublier qu'il était de forme irréprochable et vraiment joli. On ne vit pas dans l'intimité d'un garçon sans éprouver quelque sentiment pour lui. Surtout lorsque ce garçon se double d'un adorateur passionné dans sa réserve voulue. Dire qu'elle était amoureuse de Chico serait exagéré. Elle était à un tournant de sa vie. Jusque-là, elle avait cru sincèrement n'éprouver pour lui qu'une affection fraternelle. Sans qu'elle s'en doutât, cette affection était plus profonde qu'elle ne croyait. Il suffirait d'un rien pour changer cette affection en amour profond. Il suffirait aussi d'un rien pour que cette affection restât immuablement ce qu'elle la croyait, purement fraternelle. C'était l'affaire d'une étincelle, la faire jaillir. Or, au moment précis où ses sentiments s'agitaient inconsciemment en elle, Pardaillan lui était apparu.
Sur ce caractère quelque peu romanesque, il avait produit une impression profonde. Elle s'était emballée comme une jeune cabale indomptée. Pardaillan lui était apparu comme le héros rêvé. Trop innocente encore pour raisonner ses sensations, elle s'était abandonnée les yeux fermés. Pardaillan en présent, elle avait soudain vu le Chicot ce qu'il était en réalité. Un nain joli, gracieux, élégant, follement épris, mais un nain quand même, une réduction d'homme dont on ne pouvait faire un époux. Dans sa pensée, elle décida que le Chicot ne pouvait être qu'un frère, et resterait un frère autant que cela lui conviendrait. Elle s'était livrée avec toute la fougue de son sang chaud d'Andalouse à son rêve d'amour pour l'étranger si fort et si brave. Elle n'avait rien vu des à côté de l'aventure dans laquelle elle s'engageait tête baissée, et c'est ainsi que nous l'avons vue pleurer des larmes de désespoir à la pensée que celui qu'elle avait élu était peut-être mort. Et voici qu'en faisant des confidences au Chicot, avec cette cruauté inconsciente de la femme qui aime ailleurs, voici que le Chicot, sans se révolter, sans s'indigner, refoulant stoïquement son amour et sa douleur, voici que le Chicot, avec cette clairvoyance que donne un amour profond, avait dit simplement, sans insister, sans se rendre un compte exact de la valeur de son argument, le Chicot avait dit la seule chose peut-être capable de l'arrêter sur la pente fatale où elle s'engageait. « Qu'espères-tu » Sans le savoir, sans le vouloir, c'était un coup de maître que faisait le nain en posant cette question. Sans le savoir, il venait de l'échapper belle, car ses paroles, après son départ, Joanna les tourna et les retourna sans trêve dans son esprit. Elle était la petite fille d'un modeste hôtelier, un hôtelier dont les affaires étaient prospères, un hôtelier qui passait même pour être assez riche, mais un hôtelier quand même. Et ceci, c'était une tare terrible à une époque et dans un pays où tout ce qui n'est pas né n'existait pas. Or, elle, fille d'hôtelier, hôtelière elle-même, hôtelière par désœuvrement, par fantaisie, pour rire si on veut, mais hôtelière quand même, elle avait jeté les yeux sur un seigneur qui traitait d'égal à égal avec son souverain à elle, puisqu'il était, lui, le représentant d'un autre souverain. Que pouvait-elle espérer? Rien, assurément. Jamais ce seigneur ne consentirait à la prendre pour épouse légitime. Quant au reste, elle était trop fière, elle avait été élevée trop au-dessus de sa condition pour que l'idée d'une bassesse pût l'effleurer. Le résultat de ces réflexions avait été que son amour pour Pardaillan s'était considérablement atténué. Or, le terrain que perdait le chevalier, le Chicot le regagnait sans qu'elle s'en doutât elle-même. Elle était donc combattue par deux sentiments contraires. D'une part son amour, tout récent, amour violent en surface pour Pardaillan, et d'autre part son affection lointaine, plus profonde qu'elle ne croyait, pour le Chicot. Lequel de ces deux sentiments devait l'emporter? Et c'est à ce moment-là que Pardaillan revenait. Certes, elle fut heureuse de le voir sain et sauf, mais le Chicot baissa ses yeux et reperdit une notable partie du terrain acquis. Joanna lui en voulait de s'être effacée et sacrifiée. Dans sa logique spéciale, elle se disait que elle ne se serait pas sacrifiée et aurait défendu son bien du bec et des ongles. De là l'accueil frigide qu'elle fit au nain. Or Pardaillan raconta que le nain s'était défendu comme un beau diable et avait voulu le poignarder, lui, Pardaillan. Du coup, les actions du Chicot montèrent. Pourquoi rêver de chimère? Le bonheur était peut-être là. Ne serait-ce pas folie de le laisser passer? De là le revirement en faveur du nain. De là ce tête-à-tête. Il fallait que le Chicot se déclarât. Et voilà qu'elle se heurtait à sa timidité insurmontable. Elle enrageait d'autant plus que malgré elle, tout en s'efforçant de la mener à la composition, elle ne pouvait s'empêcher de songer à Pardaillan, et il lui semblait que lui n'eût pas tant tergiversé. De là sa rage et sa colère contre le Chicot, de là ce désir furieux de le maltraiter, de l'humilier. Donc le Chicot, au lieu de s'indigner devant son impudente dénégation, après être resté un long moment perplexe et silencieux, courba l'échine, accepta la rebuffade, et parut s'excuser en disant doucement « J'ai fait ce que tu m'as demandé, et Dieu sait s'il m'en a coûté. Pourquoi tu es fâché ?» Ainsi voilà tout ce qu'il trouvait à dire. Ah, si elle avait été à sa place, comme elle eût vertement relevé l'impertinente prétention de celui qui eût voulu la faire passer pour une sotte, et se fût gaussé à ce point d'elle. Décidément, le Chicot n'était pas un homme.
il resterait éternellement un enfant. Quelle aberration avait été la sienne de croire un instant qu'un enfant pourrait parler et agir comme un homme. Et sa fureur s'accrut d'autant plus qu'elle était peut-être encore plus mécontente d'elle-même que de lui. Cette pensée fugitive qu'elle avait eue de l'amener à se prosterner, à lécher ses semelles, tout pareil à un chien couchant, cette pensée lui vint plus précise, prit la forme d'un désir violent, se changea en obsession tenace, tant et si bien qu'elle résolut de la réaliser coûte que coûte. Pour réaliser cet impérieux désir, elle radoucit son ton en lui disant « Mais je ne suis pas fâchée. »« Vrai ? En ai-je l'air ?» fit-elle avec un sourire qui l'affola. En disant ces mots, tout à son projet, elle croisa négligemment une jambe fine et nerveuse, moulée dans un bas de soie rose, sur l'autre, et, tout en lui souriant, elle agitait doucement son pied qui arrivait à hauteur de la poitrine du nain. Elle regardait ce pied complaisamment, comme une chose qu'on trouve jolie, puis elle regardait le Chicot comme pour lui dire « Embrasse-le donc, Nigaud !» Et ce petit pied finement chaussé de mignons souliers en cuir de cordeau souple et parfumé, richement brodé, tout neuf. Ce petit pied se balançant mollement à quelques pouces de son visage, fascinait le petit homme, et une envie folle lui venait de le prendre, de l'étreindre, de l'embrasser à pleine bouche. Et le petit pied allait, venait, s'agitait, lui présentait la semelle très blanche, à peine maculée, lui répétait dans son langage muet « Mais va donc, va donc !» si bien que le Chicot ne put résister à la tentation, et comme elle souriait encore, preuve qu'elle n'était pas fâchée, il se laissa tomber sur les genoux. Elle eut un sourire qu'il ne vit pas, un sourire où il y avait de la joie, du triomphe assuré, et aussi un peu de pitié dédaigneuse, tandis que dans son esprit elle clamait « Tu y viendras, tu y viens !» Et le petit pied dans son balancement vint lui effleurer le visage, car le mouvement de va-et-vient continuait, comme si elle n'eût pas remarqué qu'ainsi agenouillée, elle lui touchait la figure. Et toujours, c'était la semelle qui se présentait à lui, qui lui frôlait le front, les joues, les lèvres, au hasard, comme pour dire « C'est là que tu poseras tes lèvres, là où c'est maculé, là seulement. » Du moins, c'est ce que traduisit le Chicot. Mais c'était un incorrigible timide que ce pauvre Chicot. La pensée de toucher à ce petit pied sans son autorisation à elle ne lui venait même pas. Qu'eût-elle dit, tiens? Il était bien loin de se douter que s'il avait eu le courage de la prendre dans ses bras et de plaquer ses lèvres sur ses lèvres, elle lui eût probablement rendu son baiser, pâmé. Mais, comme la semelle passait encore un coup à portée de sa bouche, comme la tentation était trop forte, il réunit tout son courage, et d'une voix implorante il dit « Si tu n'es pas fâché, tu veux bien que... » Il ne put achever sa phrase. Brusquement, la semelle s'était plaquée sur ses lèvres et les frottait avec une sorte de rage nerveuse, comme si elle eût voulu les écorcher, les faire saigner. Si naïf et si timide qu'il fût, le Chicot comprit cette fois. Ivre de joie, il posa ses lèvres partout sur cette semelle, sans s'inquiéter de savoir si elle était maculée ou non. Mais tiens, il avait bien baisé la terre où s'était posé le soulier. Il pouvait, à plus forte raison, baiser le soulier lui-même. Et comme le pied se retirait lentement, semblant vouloir lui rationner son humble bonheur, il allongea la tête, le suivit des lèvres, se courbant davantage, jusqu'à poser sa face sur le bois du tabouret. C'est là sans doute que voulait l'amener le petit pied, car il cessa de se dérober. Alors, avec un sourire triomphant, avec un soupir de joie satisfaite, elle leva son autre pied et le lui posa sur la tête, d'un air dominateur qui semblait dire « Tu seras toujours ainsi sous mes pieds puisque tu n'es bon qu'à cela. Je te dominerai toujours, toujours, car tu es ma chose à moi. » Et elle le maintint longtemps ainsi, et il y serait bien resté plus longtemps encore, le pauvre diable, tant il était heureux. C'était en plus puéril, en plus sincère, avec la violence en moins et la grâce mutine en plus, la répétition du geste de Faustin avec Centurion. Son impérieux désir enfin satisfait, contente d'être arrivée à ses fins, elle éprouva soudain
une gêne indéfinissable et comme de la honte aussi. Tout doucement, avec la crainte de lui faire mal, et explique cela qui pourra, avec le remords de le priver de ce pauvre bonheur, elle retira ses pieds. Lui, heureux d'avoir obtenu plus qu'il n'osait espérer, plus qu'il n'en avait jamais obtenu en tout cas, la laissa faire, ne chercha pas à prolonger son bonheur, redressa la tête, et toujours agenouillé la contempla extasié. Alors, toute rouge de plaisir, de honte, de regret, qui peut savoir, sans trop savoir ce qu'elle disait, elle lâcha. Tu vois bien que je n'étais pas fâché. Et comme elle lui souriait doucement en disant cela, il s'enhardit un peu, se courba encore un coup, posa une dernière fois ses lèvres sur le bout du pied qui se cachait timidement, et se releva enfin, en disant très convaincu, avec un air de gratitude profonde, « Tu es bonne, tiens, bonne comme la Vierge. » Elle rougit davantage encore. Non, elle n'était pas bonne. Elle avait été mauvaise et méchante. Au lieu de la remercier, il devrait la battre. Elle l'avait bien mérité. En se morigénant ainsi elle-même, elle voulut tenter un dernier effort, et à brûle-pourpoint, elle lança « Est-ce vrai que tu as voulu poignarder le Français ?» À son tour, il rougit, comme si cette question eût été un reproche cinglant. Il baissa la tête et fit signe que oui, d'un air honteux. « Mais pourquoi ?» fit-elle avidement. Elle espérait qu'il allait répondre enfin « Parce que je t'aime et que je suis jaloux. » Hélas, encore un coup le pauvre Chicot laissa passer l'occasion. Il bredouilla « Je sais pas. » C'était fini. Il n'y avait plus rien à faire, rien à espérer. De nouveau, le dépit déchaîna la fureur en elle. Elle se mit à trépigner, et rouge de colère, cette fois, elle cria « Encore, je ne sais pas, tu m'agaces, tiens, va-t'en, va-t'en !» Cette explosion de colère subite, après sa gentillesse de tout à l'heure, le stupéfia. Il ne comprenait plus. Mais qu'avait-elle donc, bon Dieu, et que lui avait-il fait encore? Comme il ne bougeait pas dans son ébahissement, elle leva son petit poing et, le poussant brutalement, le frappant avec rage, elle cria plus fort en trépignant, plus fort que jamais. « Va-t'en, va-t'en !» Il courba l'échine et se retira humblement. Or, s'il fût revenu à l'improviste, il eût pu voir 2 larmes, 2 perles brillantes, couler lentement sur les joues roses de sa Madone prostrée dans son fauteuil. Mais le Chicot n'aurait jamais eu l'audace de reparaître devant elle quand elle le chassait brutalement. Il s'en allait, la mort dans l'âme, attendant que la tempête fût apaisée et qu'elle lui fît signe pour accourir de nouveau se prêter à ses caprices et à ses humeurs. Et puis, qui sait, même s'il avait vu ces 2 larmes, le Chicot était si naïf pour les choses de l'amour, il était si bien persuadé qu'on ne pouvait éprouver un sentiment sérieux pour un bout d'homme tel que lui, qu'il se fût imaginé que ses larmes coulaient encore pour le Français. Et pourtant... Chapitre 2. Fausta et le torero. Pendant que Pardaillan prenait un repos bien gagné après une journée et une nuit aussi bien remplies, le torero s'était rendu auprès de sa fiancée, la jolie Giralda. Don César ne cessait d'interroger la jeune fille sur ce que lui avait dit cette mystérieuse princesse, au sujet de sa naissance et de sa famille, qu'elle prétendait connaître. Malheureusement, la Giralda avait dit tout ce qu'elle savait, et le torero, frémissant d'impatience, attendait que la matinée fût assez avancée pour se présenter devant cette princesse inconnue, car il avait décidé d'aller trouver Fausta. Vers 9 heures du matin, à bout de patience, le jeune homme ceignit son épée, recommanda à la Giralda de ne pas bouger de l'hôtellerie où elle se trouvait en sûreté, sous la garde de Pardaillan, et il sortit. Sur le palier du premier étage, en passant devant la porte derrière laquelle Pardaillan dormait à poing fermé, il eut une seconde d'hésitation, et il allongea la main vers le loquet pour entrer. Mais il n'acheva pas son geste, et il secoua la tête en disant « Non, ce serait un crime de le réveiller pour si peu. Que me dirait-il d'ailleurs? Laissons-le se reposer, il doit en avoir besoin. » Quoiqu'il ne se soit guère expliqué, j'ai idée qu'il a dû passer une nuit plutôt mouvementée. Et il continua son chemin sur la pointe des pieds, descendit l'escalier intérieur en chêne sculpté, dont les marches, cirées à outrance, étaient reluisantes et glissantes comme le parquet d'une salle d'honneur de palais, et pénétra dans la cuisine. Un cabinet semblable à peu près au bureau d'un hôtel moderne avait été aménagé là,
et dans lequel se tenait habituellement la petite Juana. De ce cabinet, à l'abri des regards indiscrets, la fille de Manuel pouvait, par de grands Judas, surveiller à la fois la cuisinière, la grande salle et le patio, sans être vue elle-même. Le torero pénétra dans ce retrait et, s'inclinant gracieusement devant la jeune fille, il dit « Señorita, je sais que vous êtes aussi bonne que jolie, c'est pourquoi j'ose vous prier de veiller sur ma fiancée pendant quelques instants. Voulez-vous me permettre de faire en sorte que nul ne soupçonne sa présence chez vous ?» Señorita, la petite Juana, toujours parée comme une dame, gracieuse et avenante avec tous, savait néanmoins imposer le respect. Peu de personnes comme Pardaillan se permettaient de l'appeler Juana tout court. Bien moins encore, comme Cervantes la tutoyait. Les serviteurs et les clients la saluaient, pour la plupart, de ce titre de señorita, ou demoiselle, alors réservé aux seules femmes de noblesse. Avec son plus gracieux sourire, Juana répondit « Seigneur César, vous pouvez aller tranquille. Je vais monter à l'instant chercher votre fiancée, et tant que durera votre absence, je la garderai près de moi, dans ce réduit où nul ne pénètre sans ma permission. Mille grâces, señorita. Je n'attendais pas moins de votre bon cœur. Vous voudrez bien aviser monsieur le chevalier de Pardaillan à son réveil que j'ai dû m'absenter pour une affaire qui ne souffre aucun retard. J'espère être de retour d'ici à 1 heure ou 2, au plus. Le sire de Pardaillan sera prévenu. » Le torero remercia et, tranquille sur le sort de la Giralda, il sortit après s'être incliné devant la fillette avec autant de déférence que si elle avait été une grande dame. Une fois dehors, il se dirigea à grands pas vers la maison des cyprès, où il espérait retrouver la princesse. À défaut, il pensait que quelques serviteurs seraient à même de le renseigner et de lui indiquer où il pourrait la trouver ailleurs. Ce dimanche matin, on devait, comme tous les dimanches, griller quelques hérétiques. Comme le roi honorait de sa présence sa bonne ville de Séville, l'Inquisition avait donné à cette sinistre cérémonie une ampleur inaccoutumée tant par le nombre des victimes, 7, autant de condamnés qu'il y avait 2 jours dans la semaine, que par le faste du cérémonial. Ainsi le torero croisait-il une foule de gens endimanchés qui tous se hâtaient vers la place San Francisco, théâtre ordinaire de toutes les réjouissances publiques. Nous disons réjouissances, et c'est à dessein. En effet, non seulement les auto-da-fé constituaient à peu près les seules réjouissances offertes au peuple, mais encore on était arrivé à le persuader qu'en assistant à ces sauvages hécatombes humaines, en se réjouissant de la mort de malheureuses victimes, il travaillait à son salut. Le clergé, pour obtenir ce résultat, avait tout simplement prêché en chair que chaque fidèle qui assisterait au supplice aurait droit à un certain nombre d'indulgences. La foule se rendait donc en masse à ces exécutions, puisque c'était tout profit pour elle. En dehors des auto-da-fé, il y avait encore les corridas. Mais les corridas étaient plutôt rares. En outre, il ne faudrait pas croire que la corrida était celle qu'elle est devenue aujourd'hui, un spectacle accessible à tous moyennant finance. La corrida était alors, en Espagne, à peu près ce qu'était le tournoi en France, une distraction sauvage réservée à la seule noblesse. Pour descendre dans l'arène, il fallait être noble, à telle enseigne que le père de Philippe II, l'empereur Charles Quint, n'avait pas dédaigné de le faire. Pour assister à la corrida, il fallait encore être de noblesse. Certes, on réservait une place aux populaires qu'on parquait debout au plus mauvais endroit, mais la plus grande partie des places était réservée à la noblesse. Pour les exécutions, il n'en était pas de même. Ces spectacles s'adressaient surtout au peuple avec l'intention de le moraliser et de l'édifier. Naturellement, on lui réservait la place d'honneur et il en était fier. Parmi cette foule de gens pressés d'aller occuper les meilleures places ou de jouer leur modeste rôle dans la fête, car toutes les confréries participaient à l'auto-da-fé, il s'en trouvait qui, reconnaissant Don César, le désignaient à leurs voisins en murmurant sur un mode admiratif « El torero! El torero !» Quelques-uns le saluaient avec déférence. Il rendait les saluts et les sourires d'un air distrait et continuait hâtivement sa route. Enfin, il pénétra dans la maison des cyprès, franchit le perron et se trouva dans ce vestibule qu'il avait à peine regardé la nuit même, alors qu'il était à la recherche de la Giralda et de Pardaillan. Comme il n'avait pas les préoccupations de la veille, il fut ébloui par les splendeurs entassées dans cette pièce. Mais il se garda bien de rien laisser paraître de ses impressions, car 4 grands escogrifes de laquais, chamarrés d'or sur toutes les coutures,
se tenaient raides comme des statues et le dévisageaient d'un air à la fois respectueux et arrogant. Toutefois, sans se laisser intimider par la valetaille, il commanda sur un ton qui n'admettait pas de résistance au premier venu de ses escogriffe, d'aller demander à sa maîtresse si elle consentait à recevoir don César, gentilhomme castillan. Sans hésiter, le laquais répondit avec déférence. Sa seigneurie, l'illustre princesse Fausta, ma maîtresse, n'est pas en ce moment à sa maison de campagne. Elle ne saurait en conséquence recevoir le seigneur don César. Bon, pensa le torero, cette illustre princesse s'appelle Fausta. C'est toujours un renseignement. Et tout haut. J'ai besoin de voir la princesse Fausta pour une affaire du plus haut intérêt et qui ne souffre aucun retard. Veuillez me dire où je pourrai la rencontrer. Le laquais réfléchit une seconde et dit « Si le seigneur César veut bien me suivre, j'aurai l'honneur de le conduire auprès de monsieur l'intendant, qui pourra peut-être le renseigner. » Le torero, à la suite du laquais, traversa une enfilade de pièces meublées avec un luxe inouï dont il n'avait jamais eu l'idée. « Oh oh !» songeait-il. « Je comprends les exclamations admiratives de don Miguel. Il faut que cette princesse soit puissamment riche pour s'entourer d'un luxe pareil. Et quand je pense que ces trésors sont restés toute une nuit sans défense, à la portée du premier malandrin venu, je me dis qu'il faut que cette princesse soit singulièrement dédaigneuse de ses richesses, ou qu'un mobile très puissant, que je ne devine pas, la guide à mon endroit, puisque c'est pour m'être agréable, pour me permettre d'arriver jusqu'à Giralda, qu'elle a consenti à laisser ses merveilles à l'abandon. » En songeant de la sorte, il était parvenu au premier étage et était entré dans une chambre confortablement meublée. C'était la chambre de monsieur l'intendant, à qui le laquais expliqua ce que désirait le visiteur et se retira aussitôt après. Monsieur l'intendant était un vieux bonhomme tout ridé, tout courbé, tout confit en douceur, d'une politesse obséquieuse. « Le laquais qui vous a conduit à moi, dit cet important personnage, me dit que vous vous appelez don César. Je pense que ceci n'est que votre prénom. Excusez-moi, monsieur, avant de vous conduire près de mon illustre maîtresse, j'ai besoin de savoir au moins votre nom. Vous comprendrez cela, je l'espère. » Très froid, le jeune homme répondit « Je m'appelle don César, tout court. On m'appelle aussi le torero. » À ce nom, l'intendant se courba en deux et tout confus murmura « Ah, pardonnez-moi, monseigneur, je ne pouvais pas deviner. Je suis au désespoir de ma maladresse. J'espère que monseigneur aura la bonté de me la pardonner. La princesse est menacée dans ce pays, et je dois veiller sur sa vie. Si monseigneur veut bien me suivre, j'aurai l'insigne honneur de conduire monseigneur auprès de la princesse qui attend la visite de monseigneur avec impatience, je puis le dire. » Devant ce respect outré, sous cette avalanche de monseigneur inattendue, le torero demeura muet de stupeur. Il jeta les yeux autour de lui pour voir si ce discours ne s'adressait pas à un autre. Il se vit seul avec monsieur l'intendant. Alors, il regarda celui-ci comme pour s'assurer s'il avait bien tout son bon sens. Et il dit doucement, comme s'il avait craint de l'exciter en le contrariant, « Vous vous trompez sans doute. Je vous l'ai dit, je m'appelle don César, tout court, et je n'ai aucun droit à ce titre de monseigneur que vous me prodiguez si abondamment. » Mais le vieil intendant secoua la tête, et, se frottant les mains à s'en écorcher les paumes, il continua. « Du tout, du tout. C'est le titre auquel vous avez droit. En attendant mieux. » Le torero pâlit, et d'une voix étranglée par l'émotion, il dit « En attendant mieux? Mais que voulez-vous dire ?»« Rien que ce que j'ai dit, monseigneur. La princesse vous expliquera elle-même. Venez, monseigneur, elle vous attend, et elle sera bien contente, oui, je puis le dire, bien contente. » « En ce cas, conduisez-moi auprès d'elle, » dit le torero, qui se dirigea vers la porte. « Tout de suite, monseigneur, tout de suite, » acquiesça l'intendant qui se hâta de prendre son chapeau, son manteau, et se précipita à la suite du torero. Hors la maison, l'intendant précéda don César, et trottinant à pas rapides et menus, il le conduisit en ville sur la place San Francisco, déjà encombrée d'une foule bruyante, avide d'assister au spectacle promis. Si le pavé de la place était envahi par une masse compacte de populaires, les tribunes, les balcons, les fenêtres qui entouraient la place n'étaient pas moins garnis. Mais là, c'était la foule élégante des seigneurs et des nobles dames. Tous et toutes nobles et manants,
attendaient avec la même impatience sauvage. Au centre de la place se dressait le bûcher, immense piédestal de fascines et de bois sec sur lequel devaient prendre place les 7 condamnés. Autour du bûcher, un triple cordon de moines sinistres, immobiles comme des statues, la cagoule rabattue, attendaient, la torche à la main, que les victimes leur fussent livrées pour communiquer le feu aux fascines. Et en attendant, des torches allumées, une fumée âcre s'échappait en volutes épaisses, s'élevait en tourbillonnant et empestait l'air devenu difficilement respirable. Nul ne s'en montrait incommodé, au contraire. Cette fumée, c'était comme le prélude de la fête. Tout à l'heure, l'encens viendra se mêler à elle, les flammes s'élèveront, claires et gigantesques, et purifieront tout. Face au bûcher, se dressait l'autel construit sur la place même. En temps ordinaire, cet autel s'ornait d'une croix sur laquelle un Christ de bronze ciselé tendait ses bras implorants, levé vers le ciel des yeux vitreux qui semblaient le prendre à témoin de la méchanceté des hommes. Aujourd'hui, l'autel est paré de riches dentelles, tendu de fines lingeries d'une blancheur immaculée, enguirlandé, fleuri, illuminé comme pour une grande fête. Et c'était en effet jour de grande fête. Du haut de la grosse tour du couvent de San Francisco, toute proche, sans discontinuer, le glas tombait, lent, lugubre, sinistre, affolant. Il annonçait que la fête était commencée, c'est-à-dire que les condamnés, les juges, les moines, les confréries, la cour, le roi, tout ce qui constituait l'abominable cortège, sortaient de la cathédrale pour traverser processionnellement les principales voies de la ville, toutes aussi encombrées de curieux, avant d'aboutir à la place où les victimes, du haut de leur bûcher, devaient assister à la célébration de la messe avant que les moines bourreaux ne missent le feu aux fascines. Il continuera de teinter ce glas jusqu'à la fin de la cérémonie, c'est-à-dire jusqu'à ce que le feu ait accompli son œuvre en dévorant les corps des suppliciés. Et les cris de joie, les interpellations, les grasses plaisanteries, les imprécations, les malédictions à l'adresse des hérétiques, les hurlements de fauves, les trépignements d'impatience, les rires hystériques, éclatés, fusés, bourdonnaient, rebondissaient parmi cette foule endimanchée. Oui, c'était une grande fête. La haine, la fureur, l'impatience, la joie, une joie hideuse, tels étaient les sentiments qui éclataient sur toutes ces faces convulsées. Pas un mot de pitié, pas une protestation. Au surplus, il est juste de dire que celui qui eût été assez mal inspiré pour faire entendre un murmure de réprobation eût été infailliblement adjoint aux 7 malheureux qu'on traînait en ce moment processionnellement par les rues de la ville. La pitié était soigneusement étouffée. Il fallait avoir une bonne dose de courage pour oser s'abstenir d'assister à l'effroyable spectacle, ou, tout au moins, se montrer sur le parcours de la procession. L'abstention, trop fréquemment renouvelée, rendait suspect, et le suspect ne tardait pas à être appréhendé. Les casas santas, ou prisons de l'Inquisition, le recueillaient alors, et il lui était loisible, dans la solitude du cachot, de méditer sur ce qu'il en coûte à paraître désapprouver les actes du Saint-Office. Encore devait-il s'estimer très heureux qu'on ne s'avisa pas de lui faire jouer un rôle plus important dans le sinistre drame, en l'envoyant achever ses méditations sur le bûcher. Derrière l'intendant de Fausta, qui, au milieu de cette foule compacte, se traçait un chemin avec une vigueur surprenante chez un bonhomme qui paraissait aussi cassé, le torero parvint jusqu'au perron d'une des plus somptueuses maisons en façade sur la place. Contrairement à toutes les autres habitations, cette maison n'avait pas un seul spectateur à ses nombreuses fenêtres, pas plus qu'à ses balcons. Guidé par l'intendant, après avoir traversé un certain nombre de pièces meublées et ornées avec plus de magnificence encore que les salles de la maison des Cyprès, ce qui lui eût paru chose impossible avant d'avoir pénétré dans ce palais, dont César fut introduit dans un petit cabinet désert pour le moment. L'intendant le pria d'attendre là un instant, le temps d'aller aviser sa maîtresse. Le torero acquiesça d'un signe de tête, et tandis que l'intendant se retirait, il demeura debout, l'air rêveur. Dans le couloir où il s'engagea, le vieil intendant tout cassé redressa soudain sa taille, et d'un pas alerte et vif monta au premier étage et pénétra dans un salon dont le balcon large et spacieux étalait sur la place le ventre rebondi de sa balustrade en fer forgé. Assise dans un large fauteuil de velours, dans un costume d'une grande simplicité, blanc, depuis les pieds nonchalamment posés sur un coussin de soie rouge merveilleusement brodé, jusqu'à la collerette très simple, sans un bijou, sans un ornement,
Fausta attendait dans une pause méditative. Le singulier intendant, qui venait de retrouver si soudainement la vigueur d'un homme dans la force de l'âge, s'inclina profondément devant elle et attendit. « Eh bien, maître Centurion ?» interrogea Fausta. Centurion, puisque c'était lui, adroitement grimé, venait de jouer le rôle d'intendant. Centurion répondit respectueusement. « Eh bien, il est venu, madame. » Si Fausta fut satisfaite, elle n'en laissa rien paraître. Elle se contenta d'un léger signe de tête pour manifester sa satisfaction, et, très calme, l'air presque indifférent, elle demanda « Vous l'avez amené ?»« Il attend votre bon plaisir, en bas. » Fausta répéta le même signe de tête et parut réfléchir un moment. « Il ne vous a pas reconnu ?» fit-elle avec une certaine curiosité. Centurion fit une grimace qui avait la prétention d'être un sourire. « S'il m'avait reconnu, dit-il avec conviction, je n'aurais pas eu l'honneur de l'introduire auprès de vous. » Fausta eut un mince sourire. « Je sais qu'il ne vous affectionne pas précisément, dit-elle. » Centurion eut encore la même grimace, et piteusement il ajouta « Dites qu'il me veut la malmort, madame, et vous serez dans le vrai. Cela ne laisse pas de m'inquiéter beaucoup. Car enfin, si vos projets aboutissent et qu'il continue à me détester, c'en est fait de la situation que vous avez daigné me faire entrevoir. » Le sourire de Fausta se nuança d'une imperceptible raillerie, et comme Centurion attendait sa réponse avec une anxiété visible, elle dit gravement « Rassurez-vous, maître, continuez à me servir fidèlement sans vous inquiéter du reste. Le moment venu, je ferai votre paix avec lui. Je réponds que le roi oubliera les injures faites à l'amoureux sans nom et sans fortune. » « J'avais besoin de cette assurance, madame, » proféra Centurion redevenu tout joyeux. « Introduisez-le, » continua Fausta, « et dès qu'il sera parti, revenez prendre mes ordres. » Centurion s'inclina et sortit immédiatement. Quelques instants plus tard, il introduisit le torero auprès de Fausta et, après avoir refermé la porte sur lui, il se retirait discrètement. En voyant Fausta, Don César fut ébloui. Jamais beauté aussi accomplie n'était apparue à ses yeux ravis. Avec une grâce juvénile, il s'inclina profondément devant elle, autant pour dissimuler son trouble que par respect. Fausta remarqua l'effet qu'elle produisait sur le jeune homme. Elle esquissa un sourire. Cet effet, elle l'avait cherché à le produire, elle l'espérait. Il se réalisait au-delà de ses désirs. Elle avait lieu d'être satisfaite. D'un œil exercé, elle étudiait le jeune prince qui attendait dans une attitude pleine de dignité, ni trop humble ni trop fier, juste ce qu'il fallait. Cette attitude pleine de tact, la mâle beauté du jeune homme, son élégance sobre, dédaigneuse de toute recherche outrée, le sourire un peu mélancolique, l'œil droit, très doux, la loyauté qui éclatait sur tous ses traits, le front large qui dénotait une intelligence remarquable, enfin, la force physique que relevaient des membres admirablement proportionnés dans une taille moyenne. Fausta vit tout cela dans un coup d'œil, et si l'impression qu'elle venait de produire était tout à son avantage, l'impression qu'il lui produisit à elle, pour être prudemment dissimulée, ne fut pas moins favorable. Fausta accentua son sourire et, satisfaite, elle se dit que ce jeune aventurier ferait un souverain très noble et très fier, susceptible de faire impression sur la foule, qui s'attache beaucoup plus aux apparences qu'à la réalité. Enfin, placé près d'elle, il ne serait pas écrasé. Au contraire, sa grâce juvénile, son élégance naturelle seraient mises en relief par la beauté majestueuse de la femme, qui ressortirait davantage elle-même. Ils se feraient valoir mutuellement, et tous deux, ils constitueraient ce qu'il est convenu d'appeler un couple merveilleusement assorti. De cet examen très rapide qu'il soutint avec une aisance remarquable, sans paraître le soupçonner, le torero se tira tout à son avantage. Fausta, la femme et l'artiste se déclarèrent également satisfaites. Évidemment, elle n'attachait qu'une importance relative à ces détails secondaires. Ce n'était pas un homme qu'elle voulait conquérir, c'était la couronne que cet homme était à même de lui donner. Quand même, elle était trop femme, trop éprise de beauté pour ne pas éprouver une réelle satisfaction en constatant que cette couronne se poserait sur une tête noble et fière, assez mâle, assez forte pour ne pas fléchir sous le poids. Cette impression favorable lui était aussi d'une réelle utilité en ce sens qu'elle allait lui faciliter, dans une certaine mesure, l'œuvre de séduction qui allait commencer. Œuvre redoutable, œuvre capitale.
Tout le plan de Fausta dépendait de la décision qu'allait prendre le torero. Cette décision elle-même dépendait de l'effet qu'elle produirait sur lui. Qu'il se dérobât, qu'il refusât de renoncer à son amour pour la Giralda, et ses plans se trouvaient singulièrement compromis. L'œuvre n'était pas irréalisable pourtant, du moins elle l'espérait. Et quant à la difficulté même, pour une nature essentiellement combative comme la sienne, c'était un stimulant. Quant à la Giralda, qui pouvait être sa pierre d'achoppement, on a déjà vu qu'elle avait pris une décision à son égard. C'était très simple, la Giralda disparaîtrait. Si puissant que fût l'amour du torero, il ne tiendrait pas devant l'irréparable, c'est-à-dire la mort de la femme aimée. Il était jeune, ce torero, il se consolerait vite. Et d'ailleurs, pour activer sa guérison, elle avait une couronne à lui donner, et elle lui montrerait un royaume à prendre, un empire à conquérir. Quel esprit serait assez froid, assez puissant pour résister à pareil éblouissement? Quel amour, quel regret serait assez fort pour se dérober à un aussi prestigieux dérivatif? Elle ne connaissait qu'un seul être au monde capable de rester froid devant d'aussi puissantes tentations. Pardaillan. Mais Pardaillan n'avait pas son pareil. Oui, l'œuvre de séduction serait difficile, mais non pas impossible. Elle mit donc en œuvre toutes les ressources de son esprit subtil. Elle fit appel à toute sa puissance de séduction, et de cette voix harmonieuse, enveloppante comme une caresse, elle demanda « C'est bien vous, monsieur, qu'on appelle Don César ?» Et elle insista sur ces deux mots « qu'on appelle ». Le torero s'inclina en signe d'assentiment. « Vous aussi qu'on appelle El Torero ?»« Moi-même, madame. Vous ne connaissez pas votre véritable nom. Vous ignorez tout de votre naissance, de votre famille. Vous supposez être venu au monde voici environ 22 ans, à Madrid. C'est bien cela ? Tout à fait, madame. Excusez-moi, monsieur, si j'ai insisté sur ces menus détails. Je tenais à éviter une erreur de personne qui pourrait avoir des conséquences très graves. Vous êtes tout excusée, madame. Au surplus, si vous le désirez, je n'ai qu'à me montrer à ce balcon. Je serais bien surpris si parmi cette foule, il ne se trouvait pas quelque voix pour me donner ce nom d'El Torero qui est devenu le mien. Il dit cela gravement, sans arrière-pensée, désireux de la convaincre, pas plus. Gravement aussi, et d'un geste très doux, elle refusa en même temps qu'elle disait « Veuillez vous asseoir ». De la main, elle désignait un siège placé près de son fauteuil, presque vis-à-vis, et un gracieux sourire ponctuait le geste. Le torero obéit, et elle admira la parfaite aisance de ses gestes, la souplesse de ses attitudes, et, à part soi, elle murmura « Oui, c'est bien du sang royal qui coule dans ses veines. De cet aventurier élevé à la diable, je ferai un monarque superbe et magnifique. » À ce moment, des clameurs furieuses éclataient sur la place. Le cortège des condamnés approchait du lieu du supplice, et la foule manifestait ses sentiments par des hurlements féroces. « À mort! Mort aux hérétiques !» suivis de ces cris « Le roi! Vive le roi! Vive le roi !» Seulement les acclamations étaient moins nourries, moins imposantes que les cris de mort. Il faut croire que la férocité était le sentiment dominant. Il est à remarquer du reste que lorsqu'une foule en liesse est réunie quelque part, elle ne trouve rien d'autre à crier que « viva » ou « à mort ». Au-dessus des clameurs et des vivas, les couvrant parfois complètement, le miserere, entonné à pleine voix par des milliers et des milliers de moines, de pénitents, de frères de 100 confréries diverses, se faisait entendre, encore lointain, se rapprochant insensiblement, lugubre et terrible en même temps. Et dominant le tout, le glas continuait de laisser tomber, lente et funèbre, sinistre, sa note mugissante. Tout cela, chants funèbres, clameurs, vivas, sonneries du bronze, pénétrait par la baie largement ouverte dans la salle où Fausta recevait le torero, la remplissait d'un bourdonnement assourdissant. Mais si les nerfs du jeune homme se trouvaient mis à une assez rude épreuve, Fausta ne paraissait nullement être incommodée. On eût dit qu'elle n'entendait rien de ces bruits du dehors qu'elle laissait intentionnellement pénétrer chez elle. Cependant, dominant la gêne que lui causaient ces rumeurs, mettant tous ses efforts à surmonter le trouble étrange que la beauté de Fausta avait déchaîné en lui et qu'il sentait augmenter, le torero dit doucement « Vous avez bien voulu témoigner quelque intérêt à une personne qui m'est chère. Permettez-moi, madame, avant toute chose, de vous en exprimer ma gratitude. » Et il était en effet très ému, le pauvre amoureux de la Giralda.
Jamais créature humaine ne lui avait produit un effet comparable à celui que lui produisait Fausta. Jamais personne ne lui en avait imposé autant. Fausta lisait clairement dans son esprit, et elle se montrait intérieurement de plus en plus satisfaite. Allons, allons, la constance en amour chez l'homme était décidément une bien fragile chose. Cette petite bohémienne, à qui elle avait fait l'honneur d'accorder quelque importance, comptait décidément bien peu. La victoire lui paraissait maintenant certaine, et si une chose l'étonnait, c'était d'en avoir douté un instant. Mais l'allusion du torero à la Giralda lui déplut. Elle mit quelque froideur dans la manière dont elle répondit. « Je ne me suis intéressé qu'à vous, sans vous connaître. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, uniquement pour vous. En conséquence, vous n'avez pas à me remercier pour des tiers qui n'existent pas pour moi. » À son tour, le torero fut choqué du suprême dédain avec lequel elle parlait de celle qu'il adorait. En outre, il ne laissait pas que d'être surpris. Une pareille attitude ne correspondait pas à l'enthousiasme manifesté par la Giralda à l'égard de cette princesse qu'elle déclarait si bonne. Il y avait là quelque chose qui le déroutait. Dès l'instant où cette princesse Fausta paraissait vouloir s'attaquer à l'objet de son amour, il retrouva une partie de son sang-froid, et ce fut d'une voix plus ferme qu'il dit « Cependant, ce tiers qui n'existe pas pour vous, madame, m'a assuré que vous aviez été pleine de bonté et d'attention à son égard. » « Bonté, attention, s'il y en a eu réellement, dit Fausta d'un ton radouci et avec un sourire, je vous répète que tout cela s'adressait à vous seule. »« Pourquoi, madame ?» fit ingénument le torero. « Puisque vous ne me connaissiez pas, oserais-je vous demander ce qui me vaut l'honneur insigne d'attirer sur mon obscure personnalité l'attention, mieux, l'intérêt d'une princesse puissante et riche comme vous paraissez l'être, jeune et belle, d'une beauté sans rivale ?» Fausta laissa tomber sur lui un regard profond, empreint d'une douceur enveloppante. « Une nature chevaleresque comme celle que je devine en vous comprendra aisément le mobile auquel j'ai obéi. Si vous appreniez, monsieur, qu'on prémédite d'assassiner lâchement une inoffensive créature, si vous saviez que, tel jour, à telle heure, de telle manière, on meurtrira cette créature qui vous est inconnue, que feriez-vous ?»« Pardieu, madame, dit fougueusement le torero, j'aviserai cette créature d'avoir à se tenir sur ses gardes, et au besoin je lui prêterai l'appui de mon bras. » À mesure qu'il parlait, Fausta approuvait doucement de la tête, et quand il eut terminé, « Eh bien, monsieur, dit-elle, c'est là tout le secret de l'intérêt que je vous ai porté sans vous connaître. J'ai appris qu'on voulait vous assassiner, et j'ai cherché à vous sauver. La jeune fille dont vous parliez il y a un instant, devant être inconsciemment, je me hâte de le dire, l'instrument de votre mort, j'ai fait en sorte que vous ne puissiez l'approcher. Quand j'ai cru le danger passé, je vous ai facilité de mon mieux les voies et je vous ai fait conduire jusqu'à elle. Tout cela, monsieur, je l'ai fait par humanité, comme vous l'auriez fait, comme aurait fait toute personne de cœur. Je ne pensais pas vous connaître jamais, et à vrai dire, je n'y tenais pas, sans quoi je vous eusse attendu chez moi, cette nuit. Certaines actions perdent tout mérite si l'on paraît rechercher un remerciement ou une louange. J'ignorais alors bien des choses vous concernant, que j'ai apprises depuis, et qui m'ont fait désirer vivement vous connaître. Aujourd'hui que je vous ai vu, je me félicite du peu que j'ai fait pour vous, et je vous prie de me considérer comme une amie dévouée, prête à tout entreprendre pour vous sauver. Et vous pouvez voir à mon air, monsieur, que je ne suis pas femme à promettre en vain, et que le concours que je vous offre n'est pas à dédaigner. » Toute la fin de cette tirade avait été débitée avec une émotion communicative qui fit une impression profonde sur le torero. Profondément ému à son tour, il s'inclina gravement et, avec un accent de gratitude très sincère, il dit « Vraiment, madame, vous me comblez et je ne sais comment vous remercier. » Et avec un sourire plein d'insouciance, il ajouta « Mais franchement, ne vous inquiétez-vous pas un peu à la légère? Suis-je donc si menacé ?» Très gravement, elle répondit avec un accent qui fit passer un frisson sur la nuque du torero. « Plus que vous ne l'imaginez. Je ne dirai pas que vos jours sont comptés. Je vous dis, vous n'avez que quelques heures à vivre, si vous vous complaisez dans cette insouciante confiance. » Si brave qu'il fût, le torero pâlit légèrement. « Est-ce à ce point ?» fit-il. Toujours très grave, de la tête, elle fit signe que oui et reprit. « Je n'ai qu'un regret.
celui de vous avoir approché de cette jeune fille. Si j'avais su ce que je sais maintenant, jamais, par mon fait du moins, vous ne l'eussiez retrouvée. » Un vague soupçon germa dans l'esprit du torero. À son tour, il devint froid, tout son calme soudain reconquis. « Pourquoi, madame ?» fit-il avec une imperceptible pointe d'ironie. « Parce que, » dit Faustin, toujours grave et avec un accent de conviction impressionnant, « parce que cette jeune fille causera votre mort. » Le torero la fixa un instant. Elle soutint son regard avec un calme imperturbable. Dans ce regard clair et lumineux, il ne lut que loyauté éclatante, sincérité absolue et, à ce qui lui sembla, sympathie manifeste. Le commencement de soupçons imprécis qu'il avait effleuré se fondit instantanément sous le feu de ce regard. De nouveau, il fut repris par ce trouble étrange qu'il avait agité et qu'il croyait avoir maîtrisé. « Mais enfin, madame, » fit-il en passant à un autre ordre d'idées, « qui est donc cet ennemi mortellement acharné après moi? Le savez-vous? » ?»« Je le sais. »« Son nom? » ?»« Son nom, je vous le dirai plus tard. Cependant, il est nécessaire que vous sachiez qui vous poursuit de sa haine, ne fût-ce que pour défendre vos jours menacés. Je vous dirai donc que cet ennemi, c'est... » Elle s'arrêta, comme si elle eût hésité à porter un coup qu'elle pressentait très rude. Et son accent était si majestueux, si triste, sa physionomie si apitoyée, qu'étreint par une angoisse indéfinissable, il murmura machinalement, en passant sa main sur son front moite, « C'est... votre père », lâcha brusquement Faustin. Et sous ses dehors apitoyés, elle l'étudiait avec la froide et curieuse attention du praticien se livrant à quelque expérience. L'effet du reste fut foudroyant, dépassant au-delà tout ce qu'elle avait imaginé. Le torero se redressa d'un bond, et livide, hagard, échevelé, il gronda d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Vous avez dit ?» Très ferme, elle répéta sur un ton énergique, « Votre père. » Le torero la fixait avec des yeux qui n'avaient plus rien de vivant, des yeux qui semblaient implorer grâce, et de cette même voix rauque où l'on sentait gronder des sanglots refoulés, « Mon père, on m'avait dit, pourtant... » Quoi donc? Et de ses yeux, en apparence très doux, elle fouillait avec une curiosité aiguë. Savait-il, ne savait-il pas? Non, il ne savait pas sans doute, car il dit péniblement, « On m'avait dit qu'il était mort voici 20 ans et plus. »« Votre père est vivant, » dit-elle avec une énergie croissante. « Mort sous les coups du bourreau, » acheva le torero. Elle haussa les épaules. « Histoire inventée à plaisir, » dit-elle. « Ne fallait-il pas éloigner de vous tout soupçon de la vérité ?» En disant ces mots, elle le fouillait de plus en plus. Non, décidément, il ne savait rien, car il reprit en se frappant le front. « Mais c'est vrai, niais que je suis, comment n'ai-je pas songé à cela? C'est vrai, il fallait éloigner. » Et changeant d'idée, frémissant d'une joie intense, oubliant ce qu'elle venait de lui dire, « Alors c'est vrai, dit-il d'une voix implorante, il vit, mon père vit, mon père !» Et il répétait doucement ce nom, comme s'il eût éprouvé un soulagement ineffable à le prononcer. Tout autre que Faustin eût été attendri, eut pitié de lui. Mais Faustin ne voyait que le but à atteindre. Peu lui importaient les moyens et si elle semait des cadavres sur sa route. Froidement, implacable sous ses airs doucereux, elle reprit « Votre père est vivant, bien vivant, malheureusement pour vous. C'est lui qui vous poursuit de sa haine implacable, lui qui a juré votre mort et qui vous tuera, n'en doutez pas, si vous ne vous défendez pas énergiquement. » Ces mots rappelèrent le jeune homme au sens de la réalité momentanément oubliée. Mais que son père voulût sa mort, cela lui paraissait impossible, contre nature. Instinctivement, il cherchait dans son esprit une excuse à cette monstruosité. Et tout à coup, il se mit à rire franchement et s'écria joyeusement. « J'y suis mordieu, madame, mais l'horrible peur que vous m'avez faite. Est-ce qu'un père peut chercher à meurtrir son enfant, la chair de sa chair? Oh non, c'est impossible. Mon père ignore qui je suis. Dites-moi son nom, madame. J'irai le trouver, et je vous jure Dieu que nous nous entendrons. » Lentement, comme pour bien faire pénétrer en son esprit chaque parole, elle dit « Votre père sait qui vous êtes, c'est pour cela qu'il veut vous supprimer. » Le torero recula de 2 pas et porta sa main crispée à sa poitrine comme s'il eût voulu s'arracher le cœur. « Impossible, bégaya-t-il. »« Cela est,
dit rudement Fausta. Que la foudre m'écrase si je mens, ajouta-t-elle d'un ton solennel. Que maudite soit l'heure présente, donna le torero. Pour que mon père veuille ma mort, il faut donc que je sois quelque inavouable bâtard. Il faut donc que ma mère, que l'enfer l'a arrêtée, gronda Fausta en se redressant frémissante. Vous blasphémez. Sachez, malheureux, que votre mère fut toujours une épouse chaste et irréprochable. Votre mère, que vous alliez maudire dans un moment d'égarement, que je comprends. Votre mère est morte martyre. Et son bourreau, son assassin, pourrais-je dire, fut précisément celui qui vous repoussa, qui vous veut la malmort aujourd'hui qu'il vous sait vivant, après vous avoir cru mort durant de longues années. L'assassin de votre mère, c'est celui qui veut vous assassiner aussi. C'est votre père. Horreur! Mais si je ne suis pas un bâtard! Vous êtes un enfant légitime, interrompit Fausta avec force. Je vous en fournirai les preuves quand l'heure sera venue. Et tranquillement elle reprit place sur son fauteuil. Lui, cependant, à moitié fou de douleur et de honte, clamait douloureusement. S'il en est ainsi, c'est donc que mon père est un monstre sanguinaire, un fou furieux. Vous l'avez dit froidement Fausta. Et ma mère, ma pauvre mère, implora le torero. Votre mère fut une sainte, dit Fausta en levant l'index, comme pour indiquer qu'elle devait être au ciel. Ma mère, répéta le torero avec une douceur infinie. On venge les morts avant de les pleurer, insinua insidieusement Fausta. Le torero se redressa, étincelant, et d'une voix furieuse il lança « Vengeance, oh oui, vengeance !» Et tout à coup il s'écroula sur son siège, la tête entre ses deux mains, et il râla. « Mon père, devrais-je donc frapper mon père pour venger ma mère? C'est impossible !» Fausta eut un sourire sinistre qu'il ne vit pas. Elle était patiente, Fausta. C'est ce qui la faisait si forte et si redoutable. Elle n'insista pas. Elle venait de semer la graine de mort, il fallait la laisser germer. De sa voix douce et caressante, elle continua. « Avant de venger votre mère, il faut vous défendre vous-même. N'oubliez pas que vous êtes menacé. Votre vie ne tient qu'à un fil. Mon père est donc un bien puissant personnage ?» fit amèrement le torero, qui se souvint alors des monseigneurs que lui avait prodigués l'intendant de cette princesse qui voulait bien s'intéresser à lui. « Puissante au-dessus de tout, » répondit évasivement Fausta. Dans l'état d'esprit où il se trouvait, le torero n'attacha qu'une médiocre importance à ses paroles. « Madame, dit-il en regardant Fausta en face, j'ignore à quel mobile vous obéissez en me disant les choses terribles que vous venez de me dévoiler. Je vous l'ai dit, monsieur, j'ai obéi d'abord à un simple sentiment d'humanité. Depuis que je vous ai vu, je n'ai pas de raison de vous cacher que vous m'avez été sympathique. C'est à cette sympathie désintéressée, croyez-le, que vous devez le vif intérêt que je vous porte et que vous méritez. Je n'ai pas été long à deviner que vous étiez une noble nature, monsieur. » Le torero s'inclina profondément, trop troublé d'ailleurs pour remarquer ce qu'il pouvait y avoir d'étrange, d'audacieux dans les paroles de la princesse. « Je ne doute pas de la pureté de vos intentions, à Dieu ne plaise, madame. Mais ce que vous venez de me révéler est si extraordinaire, si incroyable que, excusez-moi, madame, à moins de preuves palpables, indéniables, je ne saurais y croire. »« Je vous comprends, monsieur, et je vous approuve, » dit vivement Fausta. « Je n'ai rien avancé que je ne sois en état de prouver d'irréfutable manière. »« Et vous me fournirez ces preuves ? » ?»« Oui, » dit nettement Fausta. « Vous me nommerez mon père ? » ?»« Oui. »« Quand, madame ? » ?»« Je ne puis dire encore, dans un instant peut-être, peut-être dans quelques jours seulement. »« Bien. Madame, je prends acte de votre promesse, et quoi qu'il advienne, soyez assurée de ma reconnaissance. Ma vie vous appartient. Vous pouvez en disposer à votre gré. »« Il s'agit d'abord de la préserver, votre vie, » dit Fausta avec un gracieux sourire. « C'est ce que je m'efforcerai de faire, madame, et tenez pour certain qu'on ne me réduira pas aisément, si puissant qu'on soit. » On voulait dire son père. « Je le crois aussi, » dit Fausta d'un air entendu. « Mais, reprit le torero, pour me défendre, il est certaines choses que j'ai besoin de savoir ou de comprendre. Me permettez-vous de vous poser quelques questions? Faites, monsieur, et si je le puis, j'y répondrai en toute sincérité. Eh bien donc, madame, comment
en quoi la jeune fille dont nous parlions tout à l'heure, la Giralda, en un mot et pour la nommer, pourrait-elle être la cause de ma mort? À ce moment, les clameurs, les hurlements, les chants sacrés éclatèrent avec plus de force sur la place. Évidemment, le cortège venait de déboucher sur le lieu du supplice, et la foule manifestait ses sentiments par les mêmes vivas et les mêmes cris de mort. Sans répondre à la question du torero, Fausta se leva et s'approcha de son pas majestueux du balcon. Elle jeta un coup d'œil sur la place et vit qu'elle ne s'était pas trompée. Elle se tourna vers le torero, qui la regardait faire non sans surprise, et très calme, elle dit « Approchez, monsieur, venez voir. » De plus en plus étonné, Don César secoua la tête et doucement il répondit « Excusez-moi, madame, j'ai horreur de ces sortes de spectacles. Ils me révoltent. » « Croyez-vous donc, monsieur, dit paisiblement Fausta, qu'il ne me répugne pas à moi? Croyez-vous que ce soit par cruauté malsaine ou par férocité que je suis venu à ce balcon et que je vous demande d'en approcher vous-même » Le torero comprit qu'en effet elle devait avoir un intérêt puissant à le faire assister à cette scène. Malgré sa répugnance, il se leva et la rejoignit. Le cortège funèbre faisait lentement le tour de la place. En tête, caracolait une compagnie de carabins, l'arquebuse posée sur la cuisse. Derrière les cavaliers venait une deuxième compagnie de gendarmes, à pied. Cavaliers et fantassins étaient chargés de refouler le populaire et de frayer un passage à la procession. Derrière les soldats venait une longue théorie de pénitents noirs, la cagoule rabattue, un cierge à la main. En tête des pénitents, un colosse, la tête couverte de la cagoule, comme tous les autres, portait péniblement une immense croix de métal, sur laquelle un Christ doré de grandeur presque naturelle étendait ses bras encloués. C'était le Christ au nom desquels les 7 condamnés allaient être suppliciés. Le Christ qui avait prêché le pardon, l'oubli des injures, l'amour du prochain. Tous les pénitents tonitruaient lamentablement le De Profundis. Après cette interminable théorie de pénitents venaient les gardes de l'Inquisition, gardes à cheval, gardes à pied, et immédiatement après, le tribunal de l'Inquisition, grand inquisiteur en tête. Derrière le tribunal, sous un dais rutilant, un évêque en habits sacerdotaux, portant à bras tendus le Saint-Sacrement, et derrière, les 7 condamnés, en chemise, pieds nus, la tête découverte, à seule fin que chacun pût les contempler et les injurier à loisir, un cierge énorme à la main. Derrière les condamnés, d'autres juges, puis des religieux, encore des religieux, toujours des religieux, des noirs, des rouges, des verts, des jaunes, tous le visage caché sous la cagoule, et des prêtres, des évêques, des cardinaux, en habits pompeux, et tous chantant, criant, hurlant les notes funèbres du De Profundis. Derrière la foule des prêtres et des moines, une triple rangée d'arquebusiers à pied, et seule la tête découverte, sombre, traînant la jambe, sinistre dans son somptueux costume noir, le roi Philippe II. À sa droite, un pas en arrière, son fils, l'infant Philippe, héritier du trône. Et puis la foule des courtisans, seigneurs, grandes dames, dignitaires, tous en habits de cérémonie, et puis des moines et des pénitents. Voilà ce que vit le torero. Le cortège s'arrêta devant l'autel de la place. Un juge lut à haute voix la sentence de mort aux condamnés. Un prêtre en habits sacerdotaux s'approcha de chaque condamné et lui donna un coup sur la poitrine, ce qui voulait dire qu'il était expulsé de la communauté des vivants. Ceci au milieu des cris, des menaces, des injures de la foule en délire. Alors l'évêque monta à l'autel. En même temps, les condamnés étaient hissés sur le bûcher, attachés au poteau, et la messe commença. Lorsque l'évêque prononça les dernières paroles de l'Évangile, la fumée commença de s'élever en tourbillonnant, et en même temps que la fumée, les hurlements éclatèrent. « Mort aux hérétiques! Mort aux hérétiques !» Alors du haut du bûcher, une voix protesta. C'était un jeune homme de 25 ans environ, beau, noble, riche, ayant occupé une charge importante à la cour. Le torero, qui le connaissait de vue, le reconnut aussitôt. Et le condamné clamait « Je ne suis pas un hérétique. Je crois en Dieu. Que mon sang retombe sur ceux qui m'ont condamné. J'en appelle à... » On ne put en entendre davantage. Des milliers de moines hurlèrent furieusement le miserere et couvrirent sa voix. En même temps, les flammes commencèrent à s'élever, vinrent doucement lécher les pieds nus des condamnés comme pour goûter à la proie qui leur était offerte.
et l'ayant trouvé à leur goût, elles s'élevèrent davantage encore, enlacèrent les victimes, les étreignirent et les happèrent. « Horrible, horrible !» murmura le torero en portant sa main devant ses yeux. « Quel crime a donc commis ce malheureux que j'ai connu bon vivant et plein d'avenir ?» Il parlait pour lui-même. Il sursauta en entendant une voix qui murmurait à son oreille, la voix de la Fausta qu'il avait oubliée. « Il a commis le crime que tu rêves de commettre, le crime pour lequel tu seras condamné comme lui, exécuté comme lui, si je n'arrive pas à te persuader. »« Quel crime ?» répéta machinalement le torero. « Il a entretenu des relations avec une hérétique qu'il a épousée. »« Ah, je comprends. La Giralda, la bohémienne. Mais la Giralda est catholique. »« Elle est bohémienne, » dit rudement Fausta. « Elle est hérétique, ou du moins notoirement connue pour telle. Cela suffit. Elle a été baptisée, » se débattit le torero. « Qu'elle montre son acte de baptême, elle ne le pourra. Et le put-elle, elle a vécu en hérétique et cela suffit, te dis-je. Toi qui rêves d'unir ton sort au sien, tu seras traité comme celui-ci. » Et elle montrait le bûcher. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.